Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La microscopie électronique à balayage et à transmission. Comme vous voyez, nous avons couplé les deux techniques, bien qu'il y a de grandes différences entre les deux, mais le principe étant très similaire. Donc, pour gagner un peu de temps, j'ai mis les deux à la fois. Dans ce cours, nous allons voir plusieurs titres. D'abord, on va commencer par une introduction avec quelques dates, ensuite un rappel, en quelque sorte, sur les ondes associées au mouvement d'un électron. Ensuite, aussi encore un autre rappel sur l'interaction d'un électron, d'un faisceau d'électrons avec la matière. Encore un petit rappel aussi sur l'espace objet et l'espace image, la géométrie de la diffraction des rayonnements. Et enfin, donc nous passons à la deuxième étape, qui est la description de la colonne du microscope, puis l'application du microscope électronique à balayage. Nous allons voir quelques applications. Ensuite, nous traitons du microscope électronique en transmission, formation de l'image. Et enfin, indexation des tâches de diffraction, quelques applications, lunettes, et puis bien sûr un exercice d'application qu'on va traiter ensemble. Donc, dès 1929, Stinting a donné une description théorique de la microscopie électronique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il a été admis à cette époque qu'un corpuscule, comme un électron, lorsqu'il est en mouvement, il possède lui aussi une onde. Et du moment qu'il a une onde, donc il peut interférer comme les ondes classiques, comme les ondes qui sont connues, les ondes de la lumière par exemple. Et donc, pourquoi ne pas pouvoir construire un microscope en utilisant, au lieu que ce soit des ondes lumineuses, des ondes électroniques. On gagnerait beaucoup en résolution. On pourrait voir un monde nouveau qui était non disponible en quelque sorte jusqu'à l'époque. Et pas très longtemps après, en 1935, Knoll a donné une démonstration du principe de l'analyse en microscopie électronique. Vous voyez, donc les gens s'y intéressaient depuis le début du siècle. Et en 1938, Knoll et Ruska ont construit le premier microscope électronique en transmission. Donc c'était un microscope électronique qui pouvait avoir un grandissement supérieur à celui du microscope optique classique. Donc c'était déjà donc, la première démonstration, physique, expérimentale, sur le microscope électronique. Et en 1960, donc, il y a eu la commercialisation d'un microscope électronique par l'entreprise Cambridge Instruments. Voilà, donc déjà, c'est à partir de cette époque-là que nous connaissons les microscopes électroniques dans les laboratoires. Donc si vous avez remarqué, le premier microscope électronique n'est pas un microscope à balayage. Le microscope électronique à balayage est apparu lorsque les gens ont découvert un peu le tube cathodique et qu'ils ont réussi à en quelque sorte faire de la télévision.
Alors, donc en termes de résolution, un microscope, tous les microscopes ont un pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir séparateur. Le pouvoir séparateur, c'est la plus petite distance entre deux points dont l'image peut être séparée. Donc, si vous voulez, vous mettez deux petits points l'un à côté de l'autre, et puis vous regardez ces deux petits points. Parce que si vous voyez les deux petits points, donc séparés par une petite distance, ça veut dire que vous avez la résolution. Si vous ne voyez pas les deux petits points séparés par une distance et que vous ne voyez qu'en réalité qu'un seul point, cela veut dire que là, vous manquez de résolution. Cette distance, elle s'écrit comme ça, c'est valable pour tous les microscopes. Hein, c'est 0,61 lambda divisé par 1 sinus alpha. N, c'est l'indice de réfraction du milieu, et alpha, c'est l'ouverture de l'objectif. L'ouverture de l'objectif. Hein. L'objectif, c'est, par exemple, si vous prenez une loupe, c'est un objectif. Hein, donc, elle a une ouverture à un angle alpha. Et la lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation. Si vous utilisez une radiation photonique, les radiations photoniques, vous connaissez les longueurs d'onde. Hein, la longueur d'onde. Si vous utilisez une radiation électronique, alors là, vous êtes dans des radiations dont la longueur d'onde est beaucoup plus courte, et donc le D sera aussi beaucoup plus petit. Oui, donc pour le microscope électronique, n généralement il est égal à 1 parce qu'on est dans le vide. Hein. Sinus alpha, le sinus alpha, comme l'angle est généralement très petit, donc le sinus alpha est confondu avec alpha. Oui, donc dans le cas du microscope photonique, alpha est égal à peu près 1 radian, mais dans un microscope électronique, il est voisin de 5,10 puissance moins 3 radians. C'est très petit. L'onde associée au mouvement d'un électron. Dans la nature, nous avons vu dans un cours précédent qu'on peut distinguer deux types de rayonnement. Deux types de rayonnement. Excusez-moi une minute. Voilà. Donc, l'associer au mouvement d'un électron. Donc, on a vu donc, dans un cours précédent qu'on peut distinguer deux types de rayonnements. Les rayonnements électromagnétiques, qui sont les rayons donc, gamma, les rayons X, les ultraviolets, la lumière, l'infrarouge, etc. Donc, ils sont ici classés par longueur d'onde croissante. Ensuite, ce sont les rayonnements corpusculaires, donc qui sont des corpuscules qui ont une masse. Donc, ce sont spécifiques. En fait, ce sont d'abord les électrons. Ensuite, vous pouvez avoir les protons, ensuite les neutrons thermiques, les ions, etc. Pour s'intéresser aux électrons, un électron donc accéléré sous une tension V, il va posséder une énergie cinétique. Et son énergie, comme elle s'écrit de façon très classique, infinie de mv carré, d'où on déduit la vitesse de cet électron. De Broglie lui associe aussi une longueur d'onde. La longueur d'onde de cet électron-là, lorsqu'il est en mouvement avec une vitesse v, elle s'écrit sous la forme h sur mv, h étant la constante de Planck, et m la masse de l'électron, et v sa vitesse. Bon, qui peut s'écrire aussi sous la forme h sur racine de 2m ev. S'agissant des électrons qui ont des vitesses très importantes, très élevées, proches des limites de la relativité, à ce moment-là, donc la masse, elle n'est plus la masse au repos de l'électron, donc la masse, elle est aussi relativiste, et dans ces cas-là,
Dans ces cas-là, en faisant quelques calculs, quelques euh, corrections, on aboutit donc à la longueur d'onde d'une radiation électronique sous la forme de cette relation, de cette formule, donc 12,26 divisé par la signe de EC, 1 plus 0,979 10 puissance moins 6 EC. EC en électron-volt, bien sûr. Donc, pour vous montrer pourquoi il faut tenir compte de la correction relativiste, on peut voir ici qu'à partir de 100 kV environ, hein, 100 kV, eh ben, la longueur d'onde corrigée et la longueur d'onde non corrigée ne sont plus les mêmes, hein, sont assez différentes, et donc on est obligé de tenir compte de la correction relativiste. Voilà. Interaction d'un faisceau d'électrons avec la matière. Alors, si nous regardons à l'échelle de l'atome, parce qu'en fait, tout commence par l'atome, lorsque l'électron de haute énergie, donc grande vitesse, passe au voisinage, il peut subir, selon le cas, diverses interactions, des interactions coulombiennes avec le nuage électronique. Alors, on a vu dans un cours aussi précédent que l'atome peut passer momentanément en état ionisé, c'est-à-dire donc un électron des couches, par exemple cet électron-là, cet électron-là, par exemple, peut être éjecté. À ce moment-là, l'atome est dans un état hors équilibre, donc elle est dans un état ionisé. Le retour à l'état fondamental, on a vu donc qu'il peut s'accompagner de deux façons. Il peut avoir soit une émission d'une radiation X caractéristique, voilà, c'est cela. Donc là, ce sont des électrons des couches externes qui vont, par une avalanche, venir occuper le site vacant. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est un électron qui est éjecté. C'est un électron qui est éjecté, c'est un électron des couches externes qui est éjecté, qui va avoir une énergie cinétique équivalente, en quelque sorte, à cette transition. Et donc, il serait aussi, lui aussi, caractéristique de l'atome. Donc, dans les deux cas, que ce soit l'émission d'un rayonnement X ou la libération d'un électron, ben, OG, ben, les deux peuvent caractériser l'atome et peuvent donc être exploités pour faire une analyse chimique, par exemple, pour détecter la présence des atomes dans un matériau. Si l'émission d'un photon X caractéristique est aujourd'hui très largement exploitée, elle est exploitée que ce soit dans un équipement spécifiquement dédié à cette opération, soit couplée à un microscope électronique, et quand je dis électronique à balayage ou en transmission, c'est pareil. Donc cette technique, elle est largement exploitée, largement diffusée. Par contre, la spectroscopie dite des électrons OG, cette technique, elle est très difficile. Elle nécessite un instrument spécialement dédié à l'opération parce que est très fragile. Elle nécessite un vide très très poussé de l'ordre de 10 puissance moins 12 bar. Alors, donc cet aspect-là, nous le connaissons bien, en fait, normalement, parce que nous l'avons traité dans un cours précédent. Alors, l'électron aussi, il peut subir d'autres poches colombiennes au voisinage du noyau de l'atome. Au
voisinage du noyau de l'atome, vous avez des charges positives, et puis le nuage électronique, vous avez des charges négatives, donc ces forces coulombiennes, donc de charges positives et de charges négatives, influent en quelque sorte sur la trajectoire et sur l'énergie de l'électron incident. Donc l'électron incident qui arrive, il peut dans certains cas perdre un peu de son énergie cinétique, hein. Donc c'est une diffusion inélastique, ou alors il peut être carrément rééjecté avec la même énergie cinétique, et dans ce cas-là, on parle de diffusion élastique. On parle de diffusion élastique. La diffusion inélastique, elle dépend en quelque sorte, l'énergie dépend du matériau, on dépend de sa densité, elle dépend aussi de l'épaisseur du matériau, si vous avez un matériau épais ou pas. Euh, tandis que la diffusion élastique, elle dépend surtout de la structure cristalline du matériau, en fait, si le matériau est cristallin ou pas. Parce que là, si le matériau est cristallin, à ce moment-là, on assiste à un phénomène de diffraction. Alors, grosso modo, lorsque un bond d'électrons donc arrive sur le matériau, un matériau massif, comme ce que nous venons de voir sur cette image, eh bien, on peut assister, qu'on a donc la première chose qu'il peut voir, ce sont les électrons OG. Les électrons OG, eux, ils s'échappent de la surface, parce que si de la surface, vraiment de la surface, parce que à une petite profondeur, ils perdent leur énergie cinétique et on ne peut pas les identifier. Donc, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir mesurer leurs énergies, il faut prendre uniquement les électrons qui s'échappent de la surface de l'échantillon. Vous avez un autre groupe d'électrons qui s'échappent d'une surface très proche de la surface de l'échantillon, très proche de la surface de l'échantillon. Ce sont les électrons secondaires. Leur énergie, elle est proche des électrons OG. Les électrons secondaires, ce sont des électrons qui ont subi plusieurs interactions, donc parce qu'à chaque interaction, ils ont perdu une petite quantité de leur énergie. Et puis, lorsqu'ils s'échappent de la surface, bon, ils ont une énergie très inférieure à l'énergie incidente. En troisième lieu, vous avez les électrons dits rétrodiffusés. Alors les électrons rétrodiffusés, eux, on a vu que leur énergie cinétique, leur énergie, elle est proche de celle des énergies incidentes. C'est pour cela qu'ils sont capables de traverser une distance plus grande que celle traversée par les électrons secondaires. Et enfin, vous avez aussi, sur une distance encore plus grande, vous pouvez collecter les rayons X caractéristiques. Les rayons X caractéristiques. Donc là, la totalité de cette partie, de cette zone qui subit les radiations, elle s'appelle la poire de diffusion. Hein, la poire de diffusion, voilà. Donc, les électrons et les rayonnements électromagnétiques produits sont donc utilisés pour des images ou pour effectuer des analyses physico-chimiques. Donc, les électrons secondaires et les électrons rétrodiffusés sont utilisés pour faire des images. En microscopie électronique à balayage, on peut avoir deux types d'images, les électrons secondaires et les images en électrons rétrodiffusés. Et puis, les éléments X, on les utilise pour faire des analyses chimiques. Voilà. Alors, nous, on va s'intéresser maintenant à l'interaction d'un faisceau d'électrons avec la matière.
on va s'intéresser aux électrons rétrodiffusés. Le nombre d'électrons rétrodiffusés dépend en grande partie du numéro atomique Z du matériau. En quelque sorte, si le matériau possède un numéro atomique élevé, le rendement en électrons rétrodiffusés est plus élevé. Voilà. Et donc le faisceau d'électrons secondaires, le faisceau d'électrons rétrodiffusés, va dépendre du coefficient de rétrodiffusion, en fait, hein, qu'on appelle le coefficient de rétrodiffusion, qui a une relation un peu. C'est une relation. Ce n'est pas une relation fondamentale, en fait, c'est une relation expérimentale qui a été établie par Lord et Scott en 1978. C'est la même relation qui est utilisée encore aujourd'hui pour évaluer le coefficient de rétrodiffusion pour un matériau donné. Vous voyez, donc, c'est une relation qui dépend beaucoup de Z. C'est une relation qui dépend beaucoup de Z. Le Z, lui, il peut être évalué, par exemple, si vous avez un matériau dans lequel vous avez plusieurs types d'atomes, le Z, il peut être la combinaison des atomes qui constituent le matériau, Z1, Z2, Z1. Voilà. Donc, le rendement donc, en rétrodiffusion est nettement plus important dans le cas des atomes lourds, donc, comme vous venez de le dire. Pour cette raison-là, eh bien, les images en électrons rétrodiffusés peuvent être intéressantes pour obtenir un contraste de phase. Un contraste de phase. Et en fait, le contraste de phase, que ce soit en transmission ou en rétrodiffusion, en fait, c'est un peu la même chose. Hein, c'est un peu la même chose. C'est toujours un contraste de phase. Lorsque un faisceau d'électrons d'énergie E0 frappe la surface d'une lame mince, cette fois-ci, donc si nous avons une lame mince, donc les électrons, eux, ils peuvent subir de petites déviations, comme ils peuvent être absorbés, hein, voilà, voilà. Donc, comme ils peuvent subir, bien sûr, une diffusion un peu plus forte, un peu plus forte. Donc, dans le cas où une diffusion faible, relativement faible diffusion, plutôt faible déviation, donc E est très proche de E0. Mais si la diffusion, donc l'angle de diffusion est un peu plus élevé en fait. Alors c'est relativement en fait, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de radian en fait. Très petit, mais on peut parler de cette fois-ci d'électrons qui ont l'énergie égale à celle des électrons incidents. Par contre, si l'électron passe directement sans subir aucune déviation, eh bien, dans ce cas-là, on dit qu'il peut y avoir il n'y a pas de déviation, hein, pas de déviation, il y a juste peut-être une petite absorption. Voilà. Donc ça, c'est valable pour le microscope électronique en transmission. Si la lame est suffisamment mince, on peut avoir les deux cas. Si nous avons un matériau cristallin, on peut avoir une diffraction. Sinon, nous avons quand même toujours une diffusion hein, avec une petite légère absorption qui serait fonction de la densité du matériau et puis la densité des phases qui se trouvent dans le matériau. En fait. Donc,
On peut ainsi faire un contraste de phase dans le matériau. Alors, l'intérêt de la lame mince, elle s'exprime ici dans ce graphe. On peut voir ici que si la lame mince est assez fine, le rendement en électrons, les électrons qui vont traverser la masse, ils vont suivre cette courbe bleue. Vous voyez, dans une partie, vous voyez, donc dans une partie des électrons va avoir exactement la même énergie incidente. Hein, voilà. Mais si l'épaisseur de la lame mince n'est pas suffisamment fine, eh bien, le rendement d'électrons, donc les électrons qui seront transmis, vont suivre cette courbe-là. Donc, ils vont avoir une énergie cinétique très inférieure à l'énergie incidente. Et en même temps, la largeur à mi-hauteur donc de ce spectre, sera plus grand, plus large que lorsque la lame mince est très fine. Voilà. Ce delta E, donc la largeur à mi-hauteur, ce delta E, il s'exprime comme ça, donc c'est 61,2 10 puissance 4 au Z sur bêta 2 A fois X. Donc vous voyez, donc elle est très proportionnelle à X. Donc si X est petit, delta E sera aussi petit. Hein. Pour un matériau donné, si nous avons le rho, le Z, le bêta 2 et le A, hein, qui sont donnés ici, hein, le rho c'est la masse volumique, numéro atomique, masse atomique, bêta c'est B sur C tout simplement. Donc on peut voir que delta E dépend uniquement de X, pour que tous les autres sont constants. Et sera d'autant plus petit que X est petit, bien sûr. Maintenant, on va passer à un autre type de rappel, l'espace objet et l'espace image. Donc ce slide, nous l'avons déjà vu avant, dans un cours précédent. Donc, on avait dit que les techniques de diffraction des rayonnements appliquées à l'étude des cristaux nécessitent l'utilisation de deux espaces. L'espace objet, qui est le réseau qu'on a appelé le réseau R, dans lequel on repère les positions des atomes ou ions constituant le cristal, et l'espace image, qui est, qu'on va appeler espace réciproque ou bien R étoile, dans lequel on repère les directions des rayonnements diffractés par l'objet. Vous voyez, d'un côté, nous avons l'objet, l'humain, et de l'autre côté, nous avons les directions des rayonnements diffractés par le même objet. Donc, les directions diffractées, les directions de rayonnement diffractés vont former une image. Cette image-là, c'est le réseau réciproque, c'est le réseau aléatoire. Donc, d'habitude, à partir de l'image, donc à partir du réseau image, le réseau réciproque, obtenu par diffraction, on va déduire la structure de l'édifice cristallin qui est l'espace objet. Donc, vous voyez, c'est une relation de réciprocité, en fait. Hein. À partir d'une relation de réciprocité, on peut déduire un espace de l'autre. Donc, si j'ai le réseau objet, je peux imaginer le réseau réciproque. Si j'ai le réseau réciproque, ben je peux déduire le réseau objet. Voilà. Là, le réseau réciproque, nous avons vu qu'il se définit par ces relations. Hein. Voilà, donc nous avons le repère ABC du réseau objet, qui est donc en relation de réciprocité avec le réseau A étoile, B étoile, C étoile du réseau réciproque. Donc avec les paramètres A étoile, B étoile, C étoile du réseau réciproque. Et puis donc il y a une relation directe qui relie les uns aux autres. Hein. Les vecteurs de base du réseau réciproque, du réseau A étoile, se définissent
en fonction de ceux du réseau direct, comme ça. Voilà, on peut donc les écrire de cette façon-là. A étoile égale à B vectoriel C sur V, et ainsi de suite. Donc on peut également écrire aussi cette relation que nous avons vue, donc d'après déjà de la relation précédente, après cette relation, on peut écrire que A étoile scalaire A égale à 1, A étoile scalaire B égale à 0, A étoile scalaire C égale à 0. Cela veut dire que A étoile, il est perpendiculaire au plan BC. Hein, de la même chose que B étoile, il est perpendiculaire au plan CA. Et C étoile, il est perpendiculaire au plan AB. Pour représenter le réseau réciproque, par exemple, voilà, si je prends le cas simple du réseau cubique simple, cubique primitif, alors donc à un nœud quelconque UVW, on associe toujours un plan HKL de sorte que HU plus KV plus LW égale à M. Bon, c'est une relation très classique. Il suffit que HKL soit entier pour avoir un M entier, parce que U, V, W sont également des entiers. À ce moment-là, je peux construire mon réseau réciproque de cette façon-là. Donc, je dessine d'abord mes vecteurs de base, A étoile, B étoile, C étoile. Ici, on va supposer que le C étoile il est perpendiculaire à l'écran. Et bien, voilà, on a un réseau fictif dans lequel vous avez ici, ce qu'il y a de particulier dans ce réseau, c'est que cette distance-là, hein, les distances, ne sont pas des distances comme dans le réseau objet, ce n'est pas des angstroms, ce n'est pas des mètres, c'est 1 sur mètre, 1 sur angstrom en fait. Hein, donc ce n'est pas, c'est un espace image en fait, c'est un espace, c'est un espace image en quelque sorte pas réel en fait, hein. Mais on peut le représenter, on peut le représenter comme vous pouvez le constater ici. Donc, comme on voit ici, le réseau réciproque d'un réseau cubique simple serait aussi, lui aussi, cubique simple, parce qu'A étoile sera B étoile égale à C étoile, et puis voilà. Un autre exemple que nous avons déjà traité dans un cours précédent, qui est le réseau réciproque d'un réseau cubique centré. Dans le réseau cubique centré, nous avons deux nœuds, 0, 0, 0 et 1,5, 1,5, 1,5. Donc, à un nœud quelconque, UVW, on peut associer un plan HKL, tel que HU plus KV plus LW, donc celui qui, lorsqu'il est associé au nœud 0, 0, 0, mais le nœud 1,5, 1,5 est obligé de rajouter U plus 1,5, V plus 1,5, W plus 1,5, parce que pour arriver à ces nœuds-là. Et dans ce cas-là, notre relation sera H, U plus 1,5, plus K, V plus 1,5, plus L, W plus 1,5 égale 1 prime. Encore une fois, il faut qu'un prime soit un entier. Hein. Donc, il faut toujours garder l'esprit que 1 toujours un entier, sinon nous ne sommes plus en cristallographie. Vous voyez donc que nous avons deux équations. À partir de ces deux équations, ou en combinant les deux équations ensemble, par exemple en faisant la deuxième ou la première, on aboutit à cette relation H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2 égale 1 prime moins M, qui peut s'écrire aussi sous la forme H plus K plus L égale à 2 1 prime moins 1 qui est égal à 2N. 2N, c'est un nombre multiple de 2. Hein. Donc, il faut qu'il soit pair. Donc le réseau réciproque d'un réseau centré est constitué de nœuds dont la somme des indices est paire. Si nous voulons reconstruire notre réseau comme nous l'avons fait pour le réseau cubique simple, voilà, on va toujours commencer par dessiner les vecteurs A étoile, B étoile, C étoile de la même façon. Puis, mais les nœuds, je ne peux pas porter les nœuds, par exemple, 1, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas, ils n'existent pas, ils ne sortent pas dans le réseau réciproque. Dans le réseau image, on ne le voit pas. Donc, on ne voit que les nœuds dans la somme des indices et paires, comme ici, 2, 0, 0, 3, 0, 0, me cache. Ensuite, mais le 1, 1, 0, oui, et ainsi de suite. Donc, en fait, si nous regardons la troisième dimension,
eh bien, on constate en fait que le réseau réciproque d'un réseau centré est un réseau face centré, parce que vous voyez là, donc cette face-là, hein, on voit que cette face-là, elle est centrée, la face perpendiculaire, ce côté-là, elle est centrée, puis la même chose pour la face de l'autre côté, elle est centrée aussi. Donc voilà, pour chaque, on comprend, donc pour chaque réseau, on a un réseau réciproque spécifique. Voilà. Géométrie de la diffraction des rayonnements. Là aussi, c'est un rappel. Donc, lorsque on prend par exemple une rangée UVW et qu'on envoie une radiation, voilà, on envoie une radiation qui donc, va toucher les nœuds de cette rangée. Hein. Les atomes vont diffuser le rayonnement incident dans une direction K. Donc là, ils arrivent avec une direction K0, vont être envoyés dans une direction K de l'espace. Je peux exprimer la différence de marche hein, entre le rayonnement incident et le rayonnement diffusé, comme ça, hein, OA plus OB, hein, OA plus OB. Cette distance plus cette distance, qui est géométriquement, elle peut s'écrire sous la forme R de UVW, donc c'est ce vecteur-là, voilà, multiplié par cosinus psi, moins toujours R de UVW fois cosinus phi. Donc cosinus phi nous donne ce bout-là. Voilà. Donc la diffraction sera intense lorsque les vibrations diffusées par les atomes d'une rangée seront en phase. Ah, donc ça c'est quelque chose qui est connu, hein, quelque chose qui est connu. Eh bien, pardon. Donc, dans le cas d'un matériau cristallin, une radiation de vecteur d'onde K0 réagit avec le nuage électronique de l'atome, il peut être diffracté dans une direction K, et on dira que la diffraction sera intense quand la vibration, les vibrations diffusées par les atomes d'une rangée seront en phase. Eh bien, ils seront en phase. Quand est-ce qu'ils seront en phase? Ils seront en phase lorsque la différence de marche sera égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Vous voyez donc, hein, lorsque la différence de marche est égale à un nombre entier de longueurs d'onde, les ondes diffusées sont en phase, on dit qu'il y a réflexion. On dit qu'il y a réflexion. En dehors de ces positions un peu spécifiques, où la longueur d'onde, ou plutôt la différence de marche est égale à un nombre entier de longueurs d'onde, il n'y a pas de réflexion sur l'obscurité. Alors, donc nous avons vu que donc, delta égale à m lambda égale à r de UVW fois cosinus psi moins cosinus phi, c'est la condition de Loué. On peut écrire cette condition sous cette forme-là, hein, tout simplement. Delta sur lambda égale à r de UVW, donc c'est qui est ce vecteur-là, facteur de k moins k0. K moins k0, c'est ce vecteur, hein, ce vecteur bleu, qui est donc le vecteur R étoile. Vous notez k moins k0, vous obtenez ce vecteur-là. Voilà. Ce vecteur-là, R étoile, on a vu que ce vecteur-là, R étoile, eh bien, c'est un vecteur qui va relier deux nœuds dans l'espace réciproque. C'est un vecteur qui va relier deux nœuds dans l'espace réciproque de notre objet. Donc, vous voyez, donc là, nous avons l'objet, il est là, ça c'est l'objet, et là, les directions de diffusion, voilà, vous voyez, pour cette direction de diffusion, eh bien, ici, si nous avons, par exemple, si on met l'origine O ici, eh bien, l'origine O étoile sera ici, et puis là, là c'est un nœud du réseau réciproque. C'est un nœud, là, nous avons un nœud du réseau réciproque. Donc ici, se dessine en quelque sorte le réseau réciproque de notre réseau objet. Pour une petite interprétation géométrique, on peut voir, donc, comme ça,
que, voilà, nous avons donc des ondes qui arrivent en phase, voilà. Nous avons donc les atomes qui sont alignés sur deux plans consécutifs, plan 1 et plan 2. Et à la sortie, je peux évaluer la différence de marche. Là, je vois que, par exemple, pour la différence de marche, j'ai ici une demi-longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde. La somme de ces deux demi-longueurs d'onde, ça fait une longueur d'onde complète. Et là, on peut voir que même à la sortie, vous voyez, on voit que les ondes sont aussi en phase. Voilà. Donc si les ondes sont en phase, il y a addition d'amplitude, et c'est pour cela qu'on peut avoir une intensité maximale au bout, et on dit qu'il y a une réflexion, hein, il y a une réflexion. Donc si la différence de marche est différente de lambda, par exemple de m lambda, eh bien les ondes ici ne seraient plus en phase, donc il va y avoir des oppositions de phase en quelque sorte, et des intensités qui vont s'éliminer entre elles, et on ne mesure rien, on mesure rien, on ne voit rien sur l'obscurité. Voilà. Donc, voilà, donc, vous voyez, donc à la fin, il y a addition d'amplitude, on dit qu'il y a une interférence constructive. Il y a une addition d'amplitude, c'est une interférence constructive. La loi de Bragg. Pour évaluer la loi de Bragg, donc, on peut faire un petit schéma géométrique, une géométrie très simple. Voici, donc nous avons l'onde incidente qui a un angle θ, l'onde réfléchit à la même angle θ, vous voyez. Et puis on peut voir ici, par construction géométrique, que cet angle-là aussi est θ, de même que cet angle-là à côté. Donc simplement, sachant que delta égale à OH plus OH', ça fait deux fois, ça fait OB sinus θ pour l'un, OB sinus θ pour l'autre, ça fait deux fois OB sinus θ, sachant que OB c'est l'interdistance d'HKL, eh bien, lorsque delta égale à n lambda, il y a interférence constructive, donc il y a diffraction, et la relation, donc elle va s'écrire tout simplement comme ça. N lambda égale à 2D HKL sinus θ. Donc la relation de Bragg, elle nous dit que pour qu'il y ait diffraction, il faut que l'angle d'incidence sur le plan considéré ne soit pas n'importe quel angle. C'est un angle précis, c'est un angle spécifique qui peut entraîner une diffraction. C'est l'angle de Bragg. Voilà. Ici, n va représenter tout simplement l'ordre de diffraction pour la famille de plans HKL. Alors, l'ordre de diffraction, ici, par exemple, voilà, nous avons donc une famille de plans HKL. Je peux modifier l'angle d'incidence pour avoir n égale à 1. n égale à 1, ça veut dire que nous avons une fois lambda. Je peux modifier légèrement, je peux augmenter le longueur d'incidence pour faire n égale à 2. Ça va faire donc 2 lambda. Voilà. À ce moment-là, donc en fait, n, ce serait donc l'ordre on appelle ça l'ordre de la réflexion, parce qu'on peut avoir une réflexion double ou multiple en fait. Construction géométrique, ou la géométrie de la diffraction des éléments, construction de la sphère évale. D'après la relation de Bragg, on sait donc que n lambda divisé par 2d doit être inférieur à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que sinus θ est inférieur à 1. Pour n égale à 1, on peut dire que lambda doit être inférieur à 2d. Et ça c'est une condition de résolution, en fait. Si lambda n'est pas inférieur à 2d, on ne peut pas voir, on ne peut pas distinguer cette distance, ces interdistances. Les interdistances qui correspondent à lambda inférieur à 2d, ça ne marche pas. Plutôt, qui n'est pas inférieur à 2d, ne marche pas. En raisonnant dans l'espace réciproque, on va remplacer lambda par 1 sur k et d par 1 sur r étoile HKR.
Donc la relation lambda inférieure à 2D devient 2K0 supérieur à R étoile HK. Alors 2K0, c'est le diamètre, plutôt c'est le rayon d'une sphère, dite la sphère de résolution. C'est le rayon d'une sphère, dite sphère de résolution. Alors que K0 sera le rayon d'une sphère, dite la sphère de Éval. Voilà schématiquement que ça se passe. Donc, en jaune, le rayon ici, c'est K0, c'est la sphère Éval. En bleu, le rayon, c'est 2K0, c'est la sphère de résolution. Le réseau réciproque, lui, il va se dessiner à l'intérieur. Il est là. Voilà. Donc, il est là, le réseau réciproque. Voilà. Donc, cependant, en quelque sorte, si je mets mon échantillon ici, hein, son réseau réciproque, l'origine du réseau réciproque, c'est ici. Et on peut dire qu'un nœud HKL étoile est en position de Bragg lorsqu'il se positionne sur la sphère ovale. En quelque sorte, par exemple, si je regarde ce nœud-là, eh bien, il est en position de réflexion parce qu'il se place sur la sphère ovale. Il est placé sur la sphère ovale. Pourquoi? Il va vérifier la relation de Bragg, il va vérifier la relation de Loué. Hein? Tout est vérifié. Et là, on peut parler donc aussi de la résolution. On dira que les nœuds qui se trouvent à l'intérieur de la sphère de résolution peuvent venir à un moment ou à un autre se positionner sur la sphère évale pour pouvoir diffracter. C'est ce que nous avons vu dans un cours précédent. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ne pas trop charger notre présentation. Et on va reprendre plus tard. Merci de votre attention.